Donc, cette journée se termine après une conférence, 3 ateliers que vous avez suivis, on l'espère, avec intérêt. Et donc, je me permets de vous présenter notre dernier intervenant, Hervan Kérien, chercheur chargé de recherche à l'INRIA, l'Institut national de recherche en informatique automatique Nancy Grand Est. Il faut me dire si je dis des bêtises. Parce que sur Nancy, nous avons la chance d'avoir un centre INRIA important, à côté du LORIA, qui est un laboratoire universitaire lorrain de recherche en informatique et ses applications. Bref, on a quelques centaines de chercheurs. Et donc, l'objectif, c'est de découvrir ces chercheurs. Et on a demandé à Erwan de venir nous parler. Alors, il a 2 aspects. Il a une tête à... Je ne sais pas dans quel sens il faut la découper. Puisqu'il a sa recherche, qui est une recherche dans le monde des images médicales. Il s'intéresse à l'imagerie multimodale, la réalité augmentée, c'est ça, la simulation interactive par ordinateur pour que les chirurgiens, c'est ça, quand ils vont voir, ils vont vous titiller l'intérieur du corps, ils coupent bien à droite, à gauche, c'est ce qu'il faut. Donc c'est un petit peu ça. C'est les informations tridimensionnelles. Et par contre, il a une autre casquette, non, un complément, c'est-à-dire que c'est un chercheur qui s'intéresse au numérique au sens plus large et en particulier dans la société, et plus particulièrement dans l'éducation. Et c'est pour ça qu'on lui a demandé d'intervenir et on espère que ça va beaucoup vous plaire. Donc je vous cède la parole. Merci beaucoup pour l'introduction. Bonjour, bonsoir à tous. Je vais vous parler pendant une petite heure, un peu moins, puisqu'on va essayer de finir pour 5 heures, vraiment. Ce qui est important dans mon exposé, c'est pas vraiment le titre, c'est plutôt le sous-titre. Voilà, je vais essayer de partager avec vous, pendant ces quelques instants, ces quelques minutes, la vision que moi je peux avoir de l'informatique, en tant que chercheur en informatique, et qui me semble assez différente, et j'essaierai de le voir avec vous, assez différente de ce que vous expérimentez tous les jours quand vous êtes confronté à des outils numériques dans votre vie quotidienne. Alors, si j'ai mis ce titre « Une brève histoire de l'informatique », c'est que, en réfléchissant aux biais que j'allais pouvoir prendre pour tenter de partager ça avec vous, je me suis dit peut-être qu'un aspect historique serait intéressant. Donc je vais vous emmener avec moi dans un petit voyage à travers les temps du développement de la science informatique. Et j'espère qu'à l'issue de ce voyage, votre vision de l'informatique aura peut-être un peu changé. En tout cas, vous serez un peu rassuré sur ce qu'est vraiment l'informatique et ce pourquoi on voudrait pouvoir la voir arriver à l'école. Alors pour débuter ce voyage, je ne vais pas parler d'informatique. Je vais vous demander de revenir en arrière, un moment que vous avez tous connu. C'est le moment où vous avez connu, quand vous avez fait votre première leçon de conduite. Alors, je tiens à m'excuser auprès des dames de l'Assemblée. J'ai vraiment essayé... J'ai vraiment, sincèrement, essayé de trouver la même image avec un homme, et j'ai pas trouvé ça sur Internet. Voilà. Donc Internet n'a pas tout. Donc ça, c'est aussi une vision qu'il faudrait changer, certainement. Mais souvenez-vous de ce moment que vous avez tous connu, enfin la plupart en tout cas, où vous vous êtes dit, voilà, je vais avoir ma première leçon de conduite. Et là, à ce moment-là, il y avait certainement 3 types de personnes. Il y avait un premier type de personne qui était passionné de courses automobiles, qui adorait les dérapages, les courses-poursuites en voiture, etc. et qui s'est dit, chouette, je vais y aller. D'ailleurs, je sais déjà conduire. Et puis, je suis fan des autotamponneuses. Mais il y a un deuxième groupe de personnes aussi qui appréhendaient ce moment. Qui se disaient, mais non, je vais avoir des accidents, je ne vais jamais être capable de conduire un truc comme ça. Quand je vois mon père qui passe son temps à injurier les autres conducteurs, je me rends bien compte que c'est stressant, je n'ai pas envie de le faire. Mais pourtant, vous y êtes allé en vous disant que c'était important de savoir conduire dans la vie de tous les jours. C'était important pour la vie professionnelle, c'était important pour la vie personnelle aussi. Et puis, il y avait une troisième catégorie qui sans doute s'en fichait.
Voilà, il n'y avait pas forcément d'appréhension, mais pas non plus d'appétence pour la chose. Mais c'est pareil, ils se sont dit, voilà, c'est important, j'en aurai besoin plus tard, il faut que je le fasse, je n'ai pas forcément envie, ça va me coûter de l'argent, mais je vais quand même le faire. Alors si je vous parle de ça, ce n'est pas du tout de l'informatique, mais on peut faire aujourd'hui le même parallèle entre cet épisode de votre vie et le numérique aujourd'hui. On a pareil des trois types de personnes. Il y a des gens qui adorent ça, qui ont une très grande motivation pour apprendre à utiliser les outils numériques et qui, voilà, on les appelle des geeks, et ça ne pose aucun problème pour eux. Il y a un autre type de personnes qui, je pense, est assez nombreux aussi, qui se sentent totalement démunis par rapport aux outils informatiques. Là, ils ont peur, ils ne veulent pas les utiliser, ils ont l'impression qu'ils vont tout casser, qu'ils vont faire des bêtises, qu'il va leur arriver plein de malheurs et que ça va très très mal se passer. Et puis, il y a aussi le troisième type de personnes qui s'en fichent. Voilà. Mais ils ont quand même un smartphone parce qu'aujourd'hui, tout le monde en a un, ou quasiment tout le monde en a un. Ils ont un ordinateur parce que tout le monde utilise un ordinateur aussi de nos jours. Donc on est exactement dans la même situation. Sauf que, autant pour la voiture, tout le monde a compris que, et personne n'imagine aujourd'hui qu'on puisse aller sur les routes, conduire une voiture sans avoir appris à le faire. Mais personne ne se dit que on devrait quand même utiliser, avant d'utiliser l'informatique et les outils numériques, on devrait peut-être apprendre à le faire. L'autre différence, c'est que la voiture, on commence à l'utiliser quand on a 18 ans, mais aujourd'hui, le numérique, on commence à l'utiliser quand on a 12 ans, voire même avant. Mais c'est la même chose. Il y a effectivement, c'est une nécessité, première chose. On rencontre dans la vie de tous les jours. Il y a des dangers qui sont associés à l'utilisation du numérique, il ne faut pas le nier. Mais tout le monde sent bien aussi qu'il y a d'énormes bénéfices à en tirer. Alors il y a des gens qui vont me dire, oui, parce que j'ai des amis, même des amis chercheurs qui sont comme ça, qui disent, non mais moi le numérique, de toute façon, j'arrive à ne pas l'utiliser. J'ai un smartphone Nokia des années 80 à clapet, j'envoie des SMS en T9 et j'ai une batterie qui tient une semaine. Mais il a tort, enfin ces gens-là ont tort, parce que le numérique, il est présent partout. Donc je vais continuer sur ma métaphore avec la voiture. Voilà une voiture des années 90. Et si, je vous assure, c'est la dernière année de production de la 2 chevaux. Moi j'ai appris à conduire, c'est la première voiture sur laquelle j'ai appris à conduire. D'ailleurs les portières étaient même plus anciennes, il y avait de levée de vitesse comme ça, et les portières qui s'ouvraient à l'inverse. 1990, c'était il y a 25 ans. Si on fait le bilan numérique de cette voiture, ça va très très vite. 0. À la limite, des bricoleurs pouvaient mettre un autoradio dessus, mais ils n'entendaient pas grand-chose après. Je vais prendre la même voiture, mais aujourd'hui. Alors, ça ne sera pas la 2 chevaux, mais c'est pareil, même marque, Citroën, et le modèle de base, la C1. Vous pouvez aller voir sur le site de Citroën. Hein. Voilà ce qui est proposé. Alors, certains de ces points sont des options, mais tout ça, c'est proposé sur cette voiture. Alors, vous voyez, il y a l'ABS. Ne demandez pas ce que c'est REF, AFU, ESP, je ne sais pas. Direction assistée, limiteur de vitesse, climatisation, système audio MP3, kit main libre Bluetooth, ordinateur de bord, tablette 7 pouces et caméra de recul, et puis le fameux, ils en ont un aussi, hein, logiciel de gestion de la consommation. Et celui-là, il est bien. C'est un outil numérique. Et il n'y a pas de voiture aujourd'hui qu'on vous propose qui n'a pas un élément numérique. Votre machine à laver, il y a des programmes dessus. Et vous êtes tous posé la question un jour ou l'autre avec votre machine à laver la vaisselle. J'ai lancé, mince, j'ai oublié de mettre ce plat. Est-ce que je peux ouvrir? Qu'est-ce qui va se passer si je l'ouvre, si je l'interromps en plein programme? Donc on essaye d'ouvrir, on a de la chance, il n'y a pas d'eau qui déborde partout. Ça, c'est parce qu'il y a des informaticiens qui ont pensé à des sécurités quand même pour que ce genre de catastrophe n'existe pas. Et puis après, même si on a mis le plat, on referme, on se demande mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va repartir? Et ça, c'est des problèmes d'informatique. Et une anecdote à ce sujet-là, moi, une fois, ce qui m'est arrivé, quand j'ai refermé,
Il ne repartait pas, mon lave-vaisselle. Donc je me suis dit, je vais faire comme avec un ordinateur. J'ai appuyé 30 secondes sur le bouton d'arrêt, et il s'est arrêté comme un ordinateur. Et quand j'ai rallumé, il est reparti. Donc on peut pas, voilà, on peut le regretter, on peut ne pas vouloir le faire, mais on ne peut pas éviter aujourd'hui d'être confronté à des outils numériques. Et ça implique forcément de les appréhender intellectuellement. Seulement l'informatique est pas mal perçue, mais mal comprise aujourd'hui. Et je vais essayer de voir avec vous pourquoi ça se passe comme ça. Aujourd'hui, l'informatique, elle vous est présentée un peu comme cette image. On vous dit, vous allez voir, vous allez juste prendre de l'appareil, et même, ne serait-ce que par la pensée, il va faire ce que vous avez envie qu'il fasse. Et ça va être magique, tout va fonctionner. Ça, c'est la vision des sociétés commerciales qui ont envie de vendre leurs produits. Et si elles veulent le vendre, c'est comme ça qu'il faut qu'elles le présentent. Maintenant, vous allez me dire si je me trompe, mais moi, c'est en tout cas comme ça que je perçois souvent, mais l'informatique, c'est souvent comme ça. On se demande, tout le monde, c'est un jour, c'est complètement stupide, hein, mais on s'est tous adressés à une machine pour lui demander pourquoi elle faisait ça, ou il faisait ça, ça dépend, c'est un peu comme le sexe des anges. C'est une machine pourtant. Mais on a une difficulté fondamentale à comprendre comment ça fonctionne finalement. Et comme je vous ai dit, que ce soit un ordinateur ou un autre objet numérique, c'est pareil. Alors on se retrouve souvent démunis par rapport à l'informatique. Je vais vous faire un petit quiz, j'en ai que 3 dans l'exposé. Ça va être rapide. Un petit quiz pour vous demander si vous avez... J'ai essayé de prendre des objets, enfin des notions qui vous sont familières au niveau de l'informatique, et on va voir les dates auxquelles elles sont apparues. La première, c'est la tablette tactile. Ça date de quand ? Pardon ? Non, c'était une tablette, mais elle n'était pas tactile. La tablette tactile, c'est la première, c'était l'iPad et ça date de 2010. C'était il y a 5 ans. Oui. Mais elles n'étaient pas forcément tactiles en fait. Ça a commencé un petit peu, mais c'était pas... Parce que la première tablette qui a existé, c'était je me demande si c'est pas 87 plutôt, une tablette avec stylet, etc. Bon. On est dans un ordre d'idée quand même. Au bout de 5 ans, on est déjà en train de se dire la tablette, ça commence peut-être à être dépassé. Il y a eu un grand engouement pour les tablettes, et 5 ans après, on se dit, oui, c'était bien, mais il doit y avoir mieux. Je vais prendre le smartphone. Alors pour le grand public aussi, pareil. 2006. Ouais, presque, 2007. Enfin, le premier qui a vraiment décollé, c'était l'iPhone en 2007. Alors, je vais changer un petit peu de constructeur, parce que sinon on va m'accuser de... Hein ? Android, ça a une histoire qui est un peu plus ancienne. Alors voilà, Android, en fait, c'est une société qui a été fondée en 2003, qui a été rachetée par Google en 2005, et la première version d'Android sur smartphone a vu le jour en 2007. Mais regardez ce qui s'est passé l'année dernière. Enfin l'année dernière, 2014. Bon, on a un peu basculé. Il y a des déclinaisons d'Android qui ont été faites pour Android Wear, pour les montres connectées, les objets connectés, Android TV, Android Auto pour les voitures. Tout à coup, ça s'est étendu. Puisqu'on parle de Google, un petit peu avant. 98. Alors moi, je me souviens, j'étais en thèse. C'était sans doute 98-99. Juste de l'autre côté, là, un copain qui travaille sur les
les moteurs de recherche et toute cette organisation des données sur Internet. Il a déboulé dans mon bureau, il m'a dit « Ah, il y a un truc génial qui vient d'arriver, il faut que tu essayes. » Moi, j'étais sur AltaVista, je crois, à l'époque. Il m'a dit « Essaye, tu tapes google.com, tu vas voir, c'est génial. » Et Google a été créé en 98, et déjà en août 99, c'est-à-dire à peu près un an après la création, ils avaient plus de 3 millions de requêtes par jour. Facebook, une autre qui commence déjà à être, enfin chez les jeunes, ça devient... Ouais, c'est pas mal. 2004. Mais, voilà, mais accessible à tous en 2006. Facebook, qui est déjà has-been chez les jeunes, parce qu'il faut bien dire ce qu'il y a, ils ne veulent même plus l'utiliser. Mais c'est normal, on l'utilise, donc il faut bien qu'ils utilisent autre chose. Facebook a 10 ans. Alors on va voir les technologies maintenant sans fil, le Bluetooth. « 2000, 2006 » 99. La première version. Alors c'est un petit peu plus vieux, là, on commence à aller un peu plus loin. Le Wi-Fi. Avant, après le Bluetooth. Ah, 99. La version commerciale. Le Wi-Fi existait bien avant en termes de technologie de transfert de communication, mais la version commerciale, et en France, elle n'a été possible qu'à partir de 2002, parce qu'il y a des problèmes de législation, de régulation des ondes. La DSL. C'est pareil. Voilà. Alors, la DSL, c'est un peu difficile de savoir vraiment la date parce qu'il y a eu pardon ? Ouais. Il y a eu un accès grand public en 1994. Il y a la fibre qui est arrivée dans l'entre-deux vers 95-96. Le câble, pardon, pas la fibre. Le câble qui est arrivé entre 95 et 96. Et la technologie ADSL a été développée en 99. Bon, maintenant une question, vous allez tous pouvoir y répondre. Bien. 98. C'est-à-dire que tout ça qui représente quand même pas mal, qui recouvre pas mal la vision que vous pouvez avoir de l'informatique aujourd'hui, de tout ça, rien n'était accessible au grand public, en tout cas, quand un élève de terminale est né. D'accord ? Donc cette vision de l'informatique, là, elle est forcément effrayante. Aujourd'hui, il y aura toujours des gens pour dire « dans 10 ans, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça ». Quelqu'un qui dit ça aujourd'hui, il n'est pas très honnête. Il peut imaginer qu'il y aura quelque chose dans 10 ans. Mais c'est impossible. Personne en 2000 n'imaginait ce que deviendrait le tactile aujourd'hui. On ne peut pas savoir. Il y a plein de technologies qui émergent, qu'on ne voit pas, et certaines accrochent, d'autres n'accrochent pas. On ne sait pas ce que ça peut donner. Alors, forcément, avec cette vision de l'informatique, moi aussi, si j'avais cette vision de l'informatique, je serais paumé. Enfin, je me dirais, c'est pas possible, c'est même pas la peine que je commence à essayer de m'y intéresser, parce qu'au moment où j'aurai enfin compris comment ça marche, ça sera obsolète. Alors, je vais faire un deuxième quiz. Il y en a un tout petit troisième après. Un deuxième quiz, on va essayer de prendre un peu de recul. D'accord ? On va essayer de voir des choses un peu plus larges sur ce qui s'est passé. Il y a un outil que vous utilisez tous les jours, tous, qui s'appelle la souris. Alors maintenant que je vous le dis, vous allez dire, mais oui, quelqu'un un jour a pensé à inventer la souris. « 1963. Vous avez vu, ça a été imaginé il y a très très longtemps. Alors là, je parle au niveau recherche, bien sûr. 63. Alors ça a été inventé par qui? Premier nom? Non. Ça, c'est l'entreprise. Celui qui l'a inventé, c'est Douglas Engelbart. Qui le connaît, ce monsieur-là? Oui.
Oui, Apple, ouais. C'est vrai. Il y a même, j'avais une photo que je n'ai pas mise dans l'exposé, on a une photo d'un compact de 86. Ils n'ont même pas pris la peine de mettre une souris sur la photo. Ils ont mis un clavier, un écran, mais c'est tout. Mais ce monsieur, Douglas Engelbart, il a eu le prix Turing en 97. Le prix Turing, c'est l'équivalent du prix Nobel pour l'informatique. Il est mort en 2013. Personne n'en a parlé. Et vous savez ce qu'il a inventé aussi, ce monsieur-là? En 1968, si ma mémoire est bonne, il a inventé la fenêtre. C'est quelque chose que vous utilisez tous les jours. Ces deux choses-là, qui sont à la base de ce que vous utilisez tous les jours, la souris et le système multifenêtrage, et le réseau. Voilà. C'est ce monsieur-là qui l'a inventé. Il est mort en 2013, personne n'en a parlé. Bon, prenons Windows. Alors, on prend un peu de recul. Donc, oui, il y a eu une version de Windows 1.0 qui est passée à peu près inaperçue. Non, c'est un peu plus récent que ça. Windows, c'était 85. C'est aux alentours de Lisa aussi. Entre 84 et 86, il s'est passé plein de choses. Un autre système d'exploitation, je ne sais pas si vous le connaissez celui-là. Alors d'un point de vue pédagogique, Unix est exceptionnel. Il y a deux notions uniquement que vous avez à savoir pour l'appréhender, et si vous appréhendez ça, vous appréhendez n'importe quel système d'exploitation. Après, il y a des petits détails à régler, mais le fonctionnement général, mais vraiment, le fonctionnement général, si vous avez compris les deux concepts qu'il y a sous Unix, vous comprenez tout système d'exploitation. Donc quelle année? Il y en a un très fort là. Presque, pas loin. Voilà. Les deux notions importantes dans Unix, c'est fichier et processus. Ça veut dire que l'ordinateur fait des choses. Et le fichier, l'ordinateur fait des choses avec d'autres choses. Pour Unix, un écran, un clavier, n'importe quoi, c'est un fichier. Fortran, premier langage, je vais essayer d'aller un peu plus vite parce qu'il est déjà 35. Ouais, 50. Non, 54. Lisp, c'est 58, en fait. Fortran a été le premier langage développé et il est encore beaucoup utilisé, par exemple, en physique, parce qu'il y a des librairies logicielles exceptionnelles qui ont été développées autour de ce langage. Et on voit que les langages informatiques, beaucoup de langages ont été développés dans les années 50-60. Lisp, 58, c'est un langage, j'ai pas retrouvé, c'est un langage qui est purement récursif et c'est totalement différent de ce que peuvent faire les langages auxquels vous êtes, enfin, vous n'êtes pas habitué, mais qu'on utilise en général dans l'industrie. Et il est encore utilisé aujourd'hui, ce langage-là. Je vais accélérer un peu. The Art of Computer Programming. Donald Knuth, il a lui aussi eu le prix Turing. 74, si je me souviens bien. En fait, Donald Knuth, quand il a écrit ce livre-là, il a commencé, il n'avait même pas 30 ans. Et il a commencé à écrire un livre sur la notion d'algorithme, la notion d'algorithmique. Et quand il a fini de mettre toutes ses idées sur le papier, il avait 3000 pages. Et on en est encore à publier voilà, je ne sais plus à quelle version ils en sont, mais il y a 7 tomes en fait. Et ce livre-là, donc, je vais mettre la date quand même, parce que ça vous ne pouvez pas le deviner, 68, ce livre-là fait encore autorité aujourd'hui. Bien sûr, il y a eu plein d'autres trucs qui ont été écrits, mais la base est déjà dedans. D'un point de vue industriel, Intel, c'est les mêmes dates, 68. IBM. Presque. IBM, c'est 1924. Ah là, on commence à se dire, mais oui, mais il y avait des choses qui existaient bien avant que la tablette arrive. Et en fait, c'est leur nom, 1924. Ils ont été créés en 1911. Ils avaient un autre nom à l'époque. Et là, c'est maintenant qu'on est fier et qu'en même temps, on se dit qu'on a loupé quelque chose. Bull, le fleuron de l'industrie française en informatique. Et c'était vrai.
Bull, c'est une société qui a été créée en 1930. On n'avait pas beaucoup de retard sur les Américains. Et le plan calcul, alors le plan calcul, c'est quelque chose dont est issu l'Institut de recherche dont je fais partie, INRIA. Le plan calcul a été mis en place, c'est les autorités, le gouvernement français qui s'est dit c'est important d'avoir des moyens de calcul automatique, des moyens informatiques dans un pays comme la France. L'année où ça a été mis en place, 1966. Et dans la foulée, on crée un institut de recherche. Bon, à l'époque, on considérait que pour subvenir aux besoins en calcul d'un pays comme la France, 10 ordinateurs, ça suffirait largement. Là encore, alors, autant on ne s'était pas trompé sur l'importance de l'informatique, autant sur les besoins matériels, on s'était quand même bien trompé. Il y a eu une prise de conscience très tôt au niveau des gouvernants, au niveau de la recherche française, et la recherche française est reconnue aujourd'hui en informatique. Et pourtant, aujourd'hui, quand on regarde la diffusion de la culture en informatique, il y a quand même un problème. Je me suis amusé à regarder les sujets du DNB en 2014-2015 de mathématiques, et je me suis dit, de quoi ça traite des problèmes qui sont un peu appliqués. Donc il y a comment gérer la production de lait dans un élevage de chèvres, il y a comment régler ses phares, des épreuves du permis de conduire pour des élèves de 14 ans, comment construire un toit en chaux, enfin plein de choses qui tournent autour de la gestion, des sciences de l'ingénieur. Mais si on regarde le nombre, pour moi informaticien, le nombre de sujets, le nombre de problèmes dans les 25 sujets proposés qui traitent du numérique, 0. C'est un outil numérique, mais il n'y a pas de vrai problème numérique derrière. Mais en fait, je parle des problèmes, c'est-à-dire qu'il y a oui, alors il y a une petite question de QCM sur la taille d'un disque dur, les tailles de fichiers, etc. Il y a des petites notions. Mais si on parle, voilà, un problème qui normalement devrait parler un petit peu aux enfants, qui font le brevet, quand même, qui s'identifient un petit peu et qui sentent le problème, il n'y en a aucun. Alors, faisons un état des lieux à ce moment-là. La première chose, c'est que le numérique est omniprésent, partout. La deuxième chose, c'est que tout change très vite. Et c'est perturbant et c'est normal pour une grande partie de la population. C'est normal parce que la vision qu'ils ont de l'informatique est une vision finalement très commerciale et de choses qui sont arrivées de manière très récente. Et c'est difficile de se projeter dans l'avenir en n'ayant que cette vision-là. Et c'est encore plus difficile de se projeter dans l'avenir des élèves qu'on peut avoir avec ces visions-là. Et le paradoxe, c'est qu'on a une excellente prise de conscience au niveau français de la recherche, et on a une recherche aujourd'hui qui est reconnue internationalement. Et à côté de ça, le grand public, dès qu'il n'est pas geek ou pas informaticien, il se sent très vite démuni par rapport à ces évolutions. Alors je pense que ça vient d'un problème de définition de l'informatique. Voici une citation de Andrei Yershov, qui est un Russe. Alors, vous voyez, c'est en 1972. Et on lui a demandé de faire une conférence invitée à l'ACM, qui est la société savante américaine d'informatique. Et il l'a appelée « Esthétique et facteur humain en programmation ». C'est très étonnant par rapport à la vision qu'on peut avoir de l'informatique. Et voilà sa vision en 1972 de ce que devait savoir faire un informaticien, un programmeur. Dans son travail, le programmeur doit réussir la prouesse de combiner la manipulation d'abstraction logique avec l'habileté d'un mathématicien de première classe, des choses abstraites, avec un talent plus édisonien, d'ordre plus pratique, lui permettant de construire des machines utiles à partir seulement de 0 et de 1. On voit l'aspect abstrait, mathématique, et l'aspect technologique. Mais il n'y a pas que ça. Il doit fusionner la précision d'un banquier et la perspicacité d'un éclaireur, et à cela ajouter la puissance de l'imagination d'un auteur de romans policiers et la sobriété d'un homme d'affaires. En plus, il doit avoir un goût pour le travail collectif et à cœur les intérêts de son entreprise. Cette fin me plaît beaucoup, moi, en tant qu'informaticien, parce qu'elle
elle met en avant déjà à l'époque ce qu'on ressent quand on programme, c'est ce côté créatif. À la base, un outil numérique, c'est quelque chose qui va nous permettre de faire des choses, à condition qu'on sache le programmer. Mais c'est une base pour une expression de la créativité. Le deuxième point qui est important, c'est le fait de travailler ensemble. Dès le départ, l'informatique a été conçue comme étant une activité collective. Il y a une autre citation d'Erschoff, et là je vous amène doucement vers où je vais aller, qui exprime un lien entre l'informatique et la pensée. Les programmeurs forment le premier grand groupe d'hommes dont le travail les amène aux limites de la connaissance humaine, marqués par des problèmes algorithmiquement insolubles et qui touchent aux aspects plus profondément secrets du cerveau humain. Voilà ce qu'il disait en 1972. Voilà fondamentalement ce qui, pour lui, était le travail et la difficulté d'être programmeur. Et plus récemment, Janet Wing, dans un article intitulé « La pensée informatique », exprime un peu la même chose, en fait. Elle dit que penser en informaticien signifie bien plus que savoir programmer, cela requiert de penser à de multiples niveaux d'abstraction. Il y a un lien fondamental entre l'informatique et les mécanismes de la pensée. Alors, je vais essayer de passer un peu en revue. On va partir là, on va commencer l'histoire un petit peu, mais je vais me dépêcher pour essayer de finir à temps. De l'informatique pour essayer de vous faire sentir d'où vient cette discipline et quel est son lien avec la pensée humaine. Là, c'est le dernier quiz. 4 personnages. Extrêmement importants pour l'informatique. Il y en a d'autres, mais je ne pouvais pas en mettre. Le premier à gauche, Turing. Tout le monde connaît maintenant. Turing. Je vous ai mis ses dates de naissance et mort. Donc, première moitié du XXe siècle. Turing, en fait, a eu des apports, mais en dehors de l'informatique aussi. Mais il a été essentiel pour définir ce que c'était la calculabilité, c'est-à-dire la capacité à calculer, faire calculer des choses par une machine. La décidabilité, la capacité à décider si oui ou non, par exemple, un algorithme va se terminer. Et il a défini pour ça, il a mis en place une machine de Turing qui est... pour lui, ce n'était pas une machine physique, une machine de Turing. Il le définit dans son article comme étant un être calculant. C'est-à-dire que ces opérations qu'une machine de Turing peut faire, un être humain qui est rigoureux, qui suit bien les choses, peut le faire aussi. Et il a pu prouver, par exemple, que la question simple, c'est une question intellectuelle de se dire, si je fais faire quelque chose à ma machine de Turing, un être calculant, est-ce que je peux décider si oui ou non il va s'arrêter ? Je lui donne une suite d'instructions. Est-ce qu'il va s'arrêter ? La réponse est qu'on ne peut pas le décider au moyen d'un algorithme. Et c'est un résultat de recherche. Il a aussi travaillé sur le test de Turing, qui permet de savoir si... c'est une définition de l'intelligence artificielle. Et vous l'utilisez tous aussi, les CAPTCHA. Le T, c'est Turing. Vous faites un test de Turing inversé pour prouver que vous n'êtes pas une machine. Le deuxième, plus dur. Et pourtant, les mathématiciens devraient le connaître. John von Neumann. Pour aller vite et me dépêcher un peu, John von Neumann a fait beaucoup de choses en mathématiques. Mais d'un point de vue informatique, il est essentiel parce que c'est lui qui a défini ce qu'on appelle l'architecture de von Neumann. Alors c'est lui avec des collaborateurs. D'accord ? Mais l'architecture de von Neumann, c'est ce qui est à la base aujourd'hui de n'importe quel objet numérique. D'accord ? Une unité centrale de calcul, de la mémoire, etc. C'est lui qui a défini ça. Après, ça a été implémenté mécaniquement par d'autres personnes, ou électroniquement par d'autres personnes. Mais c'est lui qui a défini ça, et c'est à la base de n'importe quel objet numérique, aujourd'hui encore. Donc si vous comprenez l'architecture de von Neumann, a priori, vous pouvez comprendre n'importe quel objet numérique. Le troisième, je vais vite, Claude Shannon. Un des pères, si ce n'est le père de la théorie de l'information.
C'est lui qui a défini en fait ce que c'était que l'information, et notamment l'information binaire, et qui a inventé le terme bit. C'est lui qui nous fait comprendre que une différence entre les données et l'information, c'est que l'information, c'est quantifiable. On peut la mesurer. Alors, il a aussi fait des choses sympas. Il a créé la souris Théséus, qui était un petit mécanisme qui devait se débrouiller dans un labyrinthe, et c'était un des premiers mécanismes d'intelligence artificielle. Le dernier personnage n'est pas informaticien à proprement parler. Pardon ? Oui, voilà, Noam Chomsky. C'est un linguiste qui a théorisé les langages. Et il a inventé la notion de grammaire universelle. Alors pourquoi j'ai pris ces 4 personnages ? Ceux qui connaissent le programme d'ISN auront reconnu quelque chose. Vous avez algorithme, machine, information et langage. Voilà 4 personnages extrêmement importants qui ont aidé à définir cela. Donc ça, c'était le XXe siècle. J'avance dans le temps, 19e siècle. Je vais vous parler de 2 personnes au 19e siècle. 2 personnes et demie. La première personne, c'est George Boole. C'est un mathématicien, logicien, philosophe, et il était aussi directeur d'école, accessoirement. Il a inventé toute une algèbre à partir simplement des nombres 0 et 1, et des opérations et ou, qui peuvent remplacer la multiplication ou l'addition, par exemple. Et à partir de là, il a pu montrer qu'on pouvait faire plein de choses. Aujourd'hui, c'est la base du fonctionnement de tout objet numérique, c'est le binaire. Pourquoi on peut faire des choses en binaire. Et même des avancées en électronique ont pu montrer qu'on a même une seule porte électronique élémentaire, qui est la porte NAND, qui permet d'implémenter toutes les opérations logiques après. Mais pourquoi je vous parle de Boole aussi ? C'est parce qu'il a publié ça dans son ouvrage « Les lois de la pensée ». C'est-à-dire que quelque chose qui paraît très mathématique, il l'envisageait déjà comme étant une réflexion sur le fonctionnement de la pensée. Et il met dans son introduction, il le présente comme ça, ce livre présente les résultats d'un principe d'étude des opérations de la pensée, après que des années d'examen et de réflexion l'ont mûri. Son objectif, c'était de comprendre comment on pense. Une deuxième personne du XIXe siècle, c'est Ada Lovelace. Alors, c'était une comtesse mathématicienne. Elle se décrivait comme analyste et métaphysicienne et faisant de la science poétique. Pour cause, son père était Byron. C'est une femme, et il y en a d'autres, mais je voulais au moins mettre une femme extrêmement importante dans l'histoire de l'informatique. Elle a dû publier sous un nom d'homme. À l'époque, 19e siècle, c'était difficile. Son travail essentiel, parce qu'elle est morte jeune. Vous voyez, 1852, morte ruinée d'un cancer, ruinée parce qu'elle avait aidé Babbage à outrance. Son travail a été sur la machine analytique de Babbage, je vous en parlais juste après. Cette machine analytique devait permettre de faire des calculs mécaniques. Et cette femme, Ada Lovelace, est celle qui a écrit le premier programme au monde. C'est un algorithme pour calculer des nombres de Bernoulli. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça ne vous intéresse pas, mais elle a vraiment décrit ça sous forme de programme, et pour vous en donner la preuve, voilà son programme en fait. Voilà comment il écrivait. Et vous voyez déjà, en 1843, donc j'ai fait un zoom sur la partie en haut à gauche, qui sont les têtes de colonne, nombre d'opérations, nature de l'opération, variables sur lesquelles on agit, les variables qui reçoivent le résultat, l'indication de changement dans la valeur de chaque variable. Elle avait déjà la notion de variable, et c'est elle aussi qui a inventé la notion de boucle. La machine de Babbage, la voici. Il va falloir vraiment que je me dépêche. Voilà ce qu'en disait Ada Lovelace. Cette machine de Babbage, elle est très importante pour moi parce que, je vais aller un peu plus vite par la suite, mais elle est importante parce qu'en fait, c'est une machine mécanique qui s'est basée sur les métiers à tisser. Elle utilisait des cartes perforées pour pouvoir la commander. Le génie de Babbage, ça a été de se dire, ce métier à tisser qu'on utilise pour reproduire les comportements humains, je vais l'utiliser
pour reproduire les comportements physiques, mécaniques humains, je vais l'utiliser pour reproduire des comportements intellectuels humains. Et ce changement est essentiel. Et Ada Lovelace, déjà à l'époque, avait compris, donc je ne vais pas vous lire toutes les citations, avait compris que la machine analytique de Babbage peut exécuter tout ce que nous saurons lui ordonner d'exécuter. Et il nous a fallu après plus d'un siècle pour vraiment comprendre comment faire ce genre de choses. Rapidement, pour vous dire que ça n'avait pas commencé là, c'est issu de deux mouvements. C'est issu du premier mouvement dont j'ai parlé, reproduire le comportement humain. On peut penser à Vaucanson et ses automates. Il avait fait des métiers à tisser aussi. Et il y a eu tout un mouvement qui est bien plus ancien, bien plus profond, de formalisation de la pensée humaine. Je vous parle d'Al-Khwarizmi parce que c'est lui qui a donné son nom à l'algorithme. C'était un savant perse qui a inventé l'algèbre avec la notion de pouvoir faire systématiquement des calculs, d'avoir des sortes de recettes de cuisine pour faire des calculs, pour résoudre des problèmes. Et ces recettes de cuisine, là, en fait, elles existaient déjà au temps des Babyloniens et des Égyptiens pour résoudre, par exemple, des équations des premiers et second degrés. C'était posé comme ça, j'ai une pierre, mais je ne l'ai pas pesée. Après avoir enlevé un septième de son poids, j'ai pesé le tout et j'ai trouvé un mana, qui est une unité de masse. Quel était le poids de la pierre à l'origine? Il y avait d'autres problèmes, des calculs d'héritage, des calculs d'intérêt, des calculs de surface, etc. Et pour tout ça, ils avaient une méthode qu'il fallait suivre pas à pas, pour des gens qui n'étaient pas mathématiciens et qui n'étaient pas formés à ça. C'était les débuts de l'algorithmique. Je vais revenir vers le présent rapidement. On a eu trois choses, en fait. Si on regarde maintenant, voilà, on est reparti dans le passé, maintenant on va revenir dans le présent. On a eu trois choses. On a eu un premier mouvement qui essayait de comprendre le fonctionnement de la pensée humaine. On a eu un mouvement aussi parallèle qui cherchait à mécaniser, à systématiser les comportements humains. Toute la révolution industrielle est basée là-dessus. Et il y a eu un travail de formalisation des processus intellectuels. Et c'est ces trois mouvements-là qui ont donné naissance à ce qu'aujourd'hui on appelle la discipline informatique, la science informatique. Pour vous montrer le lien fondamental que chaque informaticien voit avec la pensée, je vous ai mis trois citations de Alan Perlis, qui est le premier récipiendaire du prix Turing. Et il aimait beaucoup faire ce genre de remarques, on les appelle les perlicismes, voilà, c'est ça. Un langage informatique, on dit mais quel langage je dois choisir, etc., quand on commence l'informatique. Voilà un élément fondamental pour un informaticien. Un langage qui n'affecte pas votre manière d'envisager la programmation ne mérite pas d'être connu. Ça doit vous faire penser autrement. Et les langages ne fonctionnent pas tous sur le même principe, correspondent à des modes de pensée différents. Une chose qui peut vous parler aussi en tant qu'enseignant, la simplicité ne précède pas la complexité, mais la suit. L'informaticien, tout son travail, c'est de partir d'une situation complexe et de la simplifier. Et ça demande des compétences de savoir faire ça. Et il a dit déjà en 1962, peut-être que si nous écrivions des programmes dès l'enfance, serions-nous alors capables de les lire une fois devenus adultes. En 1962, il disait déjà ça. Aujourd'hui, ce qui est une bonne nouvelle, c'est qu'on commence à savoir structurer notre discipline, à savoir définir ce qu'est la pensée informatique. Janet Wing, dont j'ai parlé déjà, je vous invite vraiment à aller lire son article. Il a été traduit en français, il suffit de chercher ça sur Internet, vous le trouvez. Elle définit la pensée informatique comme sous-entendant la résolution de problèmes, conception de systèmes, compréhension du comportement humain s'appuyant sur les concepts fondamentaux de l'informatique. Vous voyez les objectifs, ils sont très généraux, et les moyens, ce sont les fondements de l'informatique, ceux qui ont été définis, entre autres, par les 4 personnes dont je vous ai parlé au XXe siècle. Elle a dit aussi qu'à la lecture, l'écriture et l'arithmétique, nous devrions ajouter la pensée informatique comme compétence analytique que chaque enfant doit posséder.
Alors dans la traduction française, il dit simplement compétence. Moi, en anglais, il dit vraiment analytique. Et je trouve que c'est important parce que l'informatique ne résout pas tout non plus. Mais c'est vrai pour ce qui est du fonctionnement analytique de la pensée, l'informatique a des méthodes, a des moyens pour mieux la comprendre et mieux l'analyser. Et une implémentation qu'on trouve au lycée, c'est les 4 axes d'ISN, algorithme, information, langage, machine. Et vous voyez, pour moi, il manque quelque chose, mais tout est imparfait, mais c'est quelque chose qui peut peut-être être fait à un autre niveau. C'est ce que déjà John Edwin en parle, c'est tout ce qui est comportement humain, interaction avec l'humain. Alors il y a quand même une bonne nouvelle, et c'est aussi pour faire notre mea culpa. En tant que chercheur, jusqu'à il y a très peu de temps, avant 2008, on ne savait pas comment parler de notre science à un grand public. Notre réflexe, c'était de mettre des gens devant des ordinateurs, passer une demi-heure à leur expliquer comment fonctionnait le système d'exploitation et le logiciel, et puis après seulement commencer à éventuellement faire des choses intéressantes, mais les personnes étaient déjà perdues. Depuis 2008, on a commencé, et justement grâce à ce travail sur mais qu'est-ce que c'est que vraiment fondamentalement l'informatique, on a réussi à développer des choses qu'on développe notamment chez INRIA, mais aussi au CNRS et à la Société d'informatique de France, de médiation scientifique qui permettent d'expliquer ces concepts fondamentaux sans bagage théorique lourd, sans bagage technique, c'est-à-dire sans matériel technique lourd aussi, et puis avec des outils intellectuels et techniques qui sont adaptés à tous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut commencer à évoquer l'introduction de l'informatique au collège. Parce que oui, aujourd'hui, on a des manières, on comprend un peu mieux ce qu'on fait, fondamentalement, et on a peut-être des manières de l'expliquer. Pour résumer, pour moi, la science informatique, c'est pas les tablettes tactiles, c'est pas les ordinateurs, c'est pas Google ou Facebook, c'est pas ça la science informatique. La science informatique, au sens où nous, chercheurs, on se dit qu'on aimerait avoir des personnes qui avancent dans le bon sens. Des personnes qui avancent dans le bon sens, c'est des personnes qui ont acquis des outils pour analyser, formaliser et manipuler des mécanismes de leur pensée. Si vous demandez, j'ai des exemples là dans la vie courante, demandez à quelqu'un vous partez en vacances, vous voulez ranger votre coffre de voiture, il faut mettre, là c'était Noël il n'y a pas longtemps, tout le monde a eu ce problème, il fallait tout mettre dans le coffre de la voiture. Eh ben, on peut essayer de le faire, voilà, et si ça marche tant mieux, si ça ne marche pas tant pis. Ou il y a aussi des moyens de le faire qui sont basés de l'expérience qu'on a acquis en informatique. Parce qu'on se pose la question de comment ça fonctionne la pensée. Vous retrouvez un objet perdu, on dit à votre enfant, tu as perdu tel objet, où est-ce que tu étais avant, comment... C'est ce qu'on appelle le backtracking en informatique. Et c'est utilisé pour finaliser des problèmes sur des graphes, par exemple. Choisir la file dans un supermarché, ça, tout le monde l'a fait, on choisit toujours la mauvaise. Mais il y a des gens... Choisir la file dans un supermarché, c'est sur Internet, par où je vais passer pour envoyer l'information ? C'est un méga supermarché avec énormément de clients. Par où je vais passer pour envoyer l'information le plus rapidement possible ? C'est des vraies questions de recherche. Et ce n'est pas si facile que ça. Donc, vous énervez pas si vous n'avez pas la bonne file. Et on voit bien qu'à travers cette analyse et cette compréhension de ce que c'est fondamentalement la science informatique, toute matière qui vise à affiner le fonctionnement intellectuel d'un élève peut trouver un support, des exemples dans le monde numérique. La condition, et c'est à nous chercheurs aussi de faire le travail, et on commence à le faire et on espère pouvoir vous atteindre aussi à travers ça, c'est que tout le monde, enseignants et élèves, puisse acquérir une culture du numérique. Qu'ils aient ce réflexe, que vous ayez ce réflexe, d'aller puiser dans la vie numérique, dans la vie courante qui est numérique, des exemples pour illustrer des notions que vous enseignez et pour développer les compétences des élèves. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on commence à savoir comment faire, donc il faut qu'on travaille ensemble pour avancer là-dessus. Je vous laisse trois... Voilà, si vous voulez aller voir, il y en a 2 qui sont sur Internet, et puis le dernier livre de Gilles Dowey qui est passionnant, qui reprennent un petit peu ce que j'ai essayé de vous faire passer dans cet exposé. Je vous remercie.
Merci Erwan. Donc voilà, la journée se termine. J'ai 2 messages à vous faire passer. D'abord, remercier alors l'Académie Lorraine des Sciences. Vous avez dans votre pochette un document qui a été fait par l'Académie Lorraine des Sciences, qui est intéressante, la ville numérique, avec d'autres documents. Donc on remercie l'ensemble des organisateurs, l'INRIA, Maison pour la Science, ESP, les collaborateurs de la DAN. Je ne sais pas si Anne-Sophie et Stéphanie sont dans le coin, mais elles ont beaucoup œuvré. Vous les avez vu courir là toute la journée. La participation est toujours efficace de lycéens et leurs enseignants. Donc on avait 2 lycées aujourd'hui. On avait le lycée Jean Morette de Landres sur les métiers de la sécurité. Et puis on avait les bacs pro accueil du lycée Marie-Marvin de Tomblaine. C'est ceux que vous avez vus avec des t-shirts. Les intervenants qui nous ont apporté leurs éléments. Tous les participants, j'espère que vous allez partir avec une vision un peu différente du numérique. Alors c'était une première, je l'ai dit tout à l'heure. Donc vous allez recevoir peut-être en fin de semaine, demain ou après-demain, un petit questionnaire à remplir. Ça nous intéresse beaucoup parce qu'il est clair qu'on va se réunir dans les semaines prochaines pour essayer de voir si on envisage une suite, dans quelles conditions, pour voir quoi. Et on va essayer d'analyser tout ça. Donc maintenant, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à tous pour votre participation.